Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors que jeudi dernier, le gouvernement a forcé l'adoption de la réforme des retraites sans vote du Parlement, samedi, de nombreuses manifestations dans tout le pays ont appelé au renversement du gouvernement. Ying Huang de l'émission Esprit français a tendu son micro aux manifestants dans le cortège parisien. Samedi à Paris, les manifestants se sont rassemblés place d'Italie pour protester contre le nouveau 49.3 du gouvernement. Jeudi dernier, l'exécutif a fait passer en force sa réforme des retraites, arguant qu'elle était nécessaire pour sauvegarder le système des retraites. Mais une majorité de Français s'y oppose. 80% des Français sont contre. Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue pour lui dire à ce qu'il arrête et qu'il le dégage, qu'il le vire, qu'on passe à autre chose? Tout est verrouillé. Le Conseil constitutionnel qui est censé les surveiller, c'est eux qui le nomment. C'est le président de la République et le président des deux chambres qui nomment les 9 personnes qui sont au Conseil constitutionnel, qui sont censées surveiller les lois qui sont votées. C'est simple, il suffit de regarder en fait. On n'est pas dans une démocratie, c'est pas vrai. On est dans un semblant de république pseudo-démocratique où on nous demande notre avis une fois tous les 5 ans et après ils font ce qu'ils veulent. Au mépris, en nous crachant à la gueule en plus. Au-delà du sentiment de mépris envers les Français et de la question des retraites, de nombreux manifestants estiment que Macron a aggravé la situation de la France. Pour Alexis, le président a vendu la France à la découpe. Avant, on avait EDF qui était géré par l'État avec une facture modérée pour tout le monde. Maintenant, il a fait de multiples sociétés privées qui font des profits x2, x3, x5 ou plus, ce qui met à genoux l'économie française et qui pour moi est voulu. C'est un financier, mais pour quelqu'un qui se dit le Mozart de la finance, faire 600 milliards de déficit en 5 ans, moi je peux le faire facilement. Tout le monde peut le faire. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 169 personnes ont été interpellées samedi sur l'ensemble du territoire, dont 122 à Paris. Avec l'agitation croissante, le président Emmanuel Macron fait désormais face au plus grand défi à son autorité, depuis les manifestations des Gilets jaunes commencées en novembre 2018. Peut-être que nous sommes à la fin d'un cycle et que nous arrivons à un moment où peut-être on va devoir bien repasser par des élections, peut-être législatives, peut-être présidentielles, si le président décide de démissionner. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre vie en France où il va y avoir beaucoup de changements. C'est intéressant de voir que voilà, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Et après une semaine de turbulences, les analystes estiment que la panique initiale provoquée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et la crise du Crédit Suisse est passée. Mais le sentiment des investisseurs, lui, reste fragile. Les indices boursiers européens ont légèrement baissé vendredi, après un début de reprise qui s'est essoufflé, tandis que les marchés à terme de Wall Street étaient mitigés. À Francfort, l'indice DAX était en légère hausse 3 heures après le début de la séance, mais il a chuté depuis. Pourtant, un analyste a déclaré que la première phase aiguë qui a conduit à la panique était terminée. Les banques américaines ont connu un problème de liquidité, en particulier les petites et moyennes banques. La crainte était qu'elles ne soient plus en mesure de remplir leurs obligations. Je pense que ce problème est résolu. Il est possible que nous entendions parler du sauvetage d'autres petites et moyennes banques. Mais la panique initiale a quitté le marché, pour l'instant, ce qui explique la reprise que nous observons. La crise a commencé avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank basée en Californie vendredi 10 mars. L'appétit pour le risque a chuté en début de semaine, les investisseurs ayant perdu confiance dans les banques régionales aux États-Unis et dans le Crédit Suisse en Europe. Selon Stanzel, la prochaine étape consistera à rétablir la confiance des citoyens dans le secteur bancaire. C'est pourquoi tous les ministres, les banques centrales, les ministères des Finances et les directeurs de banques sont très occupés à stopper la vague et à rétablir la confiance. C'est très, très important. Le directeur général du Crédit Suisse a déclaré vendredi que la banque travaillait d'arrache-pied pour endiguer les sorties de fonds des clients, bien que cela puisse prendre du temps. Quant aux actions du Crédit Suisse, elles ont recommencé à décliner vendredi.
Et aux Pays-Bas, un parti de défense des agriculteurs a bouleversé le paysage politique en sortant grand vainqueur des élections provinciales qui déterminent la composition du Sénat. Sa victoire est considérée comme un désaveu de l'objectif du gouvernement de réduire drastiquement la pollution azotée dans les exploitations agricoles. Une nouvelle force du populisme néerlandais a pris le devant de la scène politique jeudi, après avoir réalisé d'énormes progrès lors de ses premières élections provinciales. Cette victoire est considérée comme une réplique retentissante à la coalition au pouvoir du Premier ministre Mark Rutte et au courant politique dominant aux Pays-Bas. Le mouvement agriculteur citoyen, ou BBB, devrait remporter plus de sièges au Sénat que le parti conservateur VVD de Rutte. La présidente du jeune parti Caroline van der Plas a salué ce succès. Et ces gens sont allés voter aujourd'hui. Normalement, si les gens ne croient plus en la politique, ils restent chez eux. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ne voulaient plus rester chez eux. Ils veulent faire entendre leur voix. L'ascension fulgurante du parti jette le doute sur l'objectif du gouvernement de réduire radicalement la pollution azotée dans les exploitations agricoles, thème sur lequel le parti BBB a été fondé. Le gouvernement souhaite réduire les émissions d'azote de 50% à l'échelle nationale d'ici 2030. Ces plans ont suscité des manifestations massives de la part des agriculteurs au cours des dernières années. La popularité du BBB a grimpé en flèche à la suite de ces protestations. Le parti affirme que le problème a été exagéré et que les solutions proposées sont faites au détriment des agriculteurs, ce qui a conduit à la fermeture de milliers d'exploitations et à des pénuries de production alimentaire. Le BBB a été fondé en 2019 et n'a obtenu qu'1% des voix lors des élections nationales de 2021. Caroline van der Plas, agricultrice et ancienne journaliste agricole, est la seule députée nationale du parti. Ce n'est vraiment pas normal. Je dis que ce n'est pas normal, mais c'est normal parce que nous sommes tous des gens ordinaires. Tous les gens qui ont voté pour nous sont des citoyens ordinaires. Des citoyens ordinaires. Une agricultrice a déclaré que bien qu'elle n'ait pas voté pour le BBB, elle comprenait pourquoi beaucoup de ses collègues avaient voté pour le parti. On peut constater chez les agriculteurs un sentiment d'impuissance. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes inquiets et nous avons l'impression qu'on nous impose quelque chose. Les décisions sont prises sur la base d'études théoriques, mais que se passe-t-il réellement? Comment pouvons-nous avoir un effet? Le gouvernement de Rutte, qui en est à son 4e mandat consécutif depuis 2010, a vu son niveau de popularité chuter à 20%, son niveau le plus bas depuis 10 ans. Et l'ancien président Trump a publié un message samedi sur son réseau social Truth Social, laissant entendre qu'il sera arrêté ce mardi et a appelé ses partisans à, je cite, « manifester pour reprendre en main le pays ». La veille, il avait publié un autre message qualifiant les enquêtes criminelles en cours contre lui de tentative de voler une autre élection. La gauche radicale utilise ses procureurs pour essayer de voler une autre élection. L'ancien président Donald Trump a publié un communiqué samedi indiquant qu'il s'attendait à être arrêté cette semaine par le bureau du procureur de Manhattan et il a appelé ses partisans à, je cite, manifester et à reprendre en main le pays. La veille, l'ancien président avait pointé du doigt les démocrates. Il sera beaucoup plus difficile pour eux de tricher et de truquer l'élection comme ils l'ont fait en 2020. C'est pourquoi ils utilisent les procureurs de la ville, de l'État et les procureurs fédéraux. Ils les utilisent comme jamais auparavant dans notre pays. Dans une autre vidéo, il a qualifié les enquêtes contre lui de la suite de la chasse aux sorcières. Qu'il s'agisse du raid à Mar-a-Lago ou du canular du comité de non-sélection, de l'appel téléphonique parfait en Géorgie, il était absolument parfait, ou du complot d'extorsion de Stormy Tête de Cheval Daniels, ils sont tous malades et ce sont des fake news. En ce qui concerne les enquêtes, l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, doit témoigner dans l'affaire des documents classifiés. Lors de son précédent témoignage, il avait invoqué le secret professionnel pour éviter certaines questions. Un juge fédéral a maintenant accordé une exception basée sur la possibilité d'un délit ou d'une fraude. Une vingtaine de membres du personnel de Trump à Mar-a-Lago ont également été cités à comparaître. Ils devront répondre à des questions sur la présence éventuelle de cartons ou de documents dans les bureaux de Trump ou ailleurs.
Trump est accusé d'avoir mal géré des dossiers relatifs à la sécurité nationale et d'avoir fait obstruction. CNN rapporte que les enquêteurs fédéraux ont parlé à un membre du personnel de Mar-a-Lago qui a été vu sur des images de caméras de surveillance en train de déplacer des cartons. L'ancien avocat de Donald Trump devrait également témoigner contre lui dans l'affaire Stormy Daniels. C'est dans le cadre de cette affaire qu'une arrestation de Trump pourrait avoir lieu. Il est accusé d'avoir eu une liaison avec l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels et d'avoir acheté son silence. Trump a toujours contesté ces accusations. Vendredi, Cohen, l'ancien avocat de Trump, a déclaré sur ABC qu'il s'attendait à ce que l'accusation considère son témoignage avec scepticisme. Les faits sont les faits, la vérité est la vérité, et la vérité s'élèvera toujours, et je ne m'inquiète pas de tout ce qu'ils veulent me reprocher. En 2018, Cohen a plaidé coupable d'avoir menti au Congrès au sujet d'un projet de Trump Tower à Moscou. Vendredi, il a déclaré qu'il leur avait menti sur ordre de Trump. Les procureurs affirment que le paiement de Trump à Cohen a été incorrectement consigné dans les registres de l'organisation Trump. Arlene Richards, NTD Actualité. Et de nouveaux documents montrent que le gouvernement américain a collaboré avec l'université de Stanford pour supprimer les informations sur le Covid-19 et les vaccins. Cette information a été divulguée vendredi dans le dernier volet des Twitter Files. La page web de l'université de Stanford indique que son projet Virality ou VP vise, je cite, à comprendre les dynamiques de désinformation spécifiques à la crise Covid-19. Le journaliste Matt Taibbi a publié vendredi matin une nouvelle partie des Twitter Files intitulée Stanford, le projet Virality et la censure des histoires vraies. En s'appuyant sur les courriels et d'autres documents révélés, le journaliste affirme que le projet Virality a sciemment ciblé des documents véridiques et des opinions politiques légitimes, tout en se trompant souvent sur les faits. Les chercheurs auraient examiné des contenus pour Twitter, YouTube, Instagram et d'autres plateformes. Par exemple, ils auraient informé Twitter qu'il existait des contenus véridiques susceptibles d'inciter à l'hésitation face aux vaccins, notamment des récits sur les effets secondaires réels des vaccins. Les chercheurs auraient ainsi préconisé que ce type de contenu devait être classé parmi les messages à censurer sur Twitter. Le projet VP aurait mis en garde contre le fait que les gens puissent simplement se poser des questions. Le journaliste Taibbi a ajouté, je cite, « Même dans son rapport final, VP a affirmé qu'il était faux de suggérer que le vaccin ne prévient pas la transmission ou que les gouvernements prévoyaient d'introduire des passeports vaccinaux. Ces deux affirmations se sont pourtant révélées exactes. D'après les Twitter Files, les chercheurs travaillaient en collaboration avec plusieurs agences gouvernementales. L'université de Stanford, le CDC et le département de la sécurité intérieure n'ont pas répondu à notre demande de commentaires. Et une enquête pourrait bientôt faire la lumière sur les transactions financières de la famille Biden. Il s'agit plus précisément des transactions du fils du président Biden, Hunter Biden, et du frère du président, James Biden. Après que la commission de surveillance de la Chambre des représentants a cité Bank of America à comparaître, le département du Trésor autorise la commission à examiner les rapports d'activité suspectes. Voici les détails sur cette affaire. Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a demandé à la Bank of America de lui communiquer des documents financiers vieux de 14 ans concernant 3 associés de Hunter Biden. La commission enquête sur les relations d'affaires de la famille Biden avec un conglomérat énergétique chinois. Nous avons des personnes qui travaillent avec notre commission. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons rencontré ces personnes personnellement ou avec leurs avocats. Il s'agit de 4 personnes qui ont eu des liens avec la famille Biden dans le cadre de leurs différents projets à travers le monde. L'enquête intervient alors que l'administration Biden a promis en début d'année d'adopter une position plus sévère à l'égard de la Chine par le biais d'une série de nouvelles politiques visant à limiter l'influence de ce pays. Dans un sondage national mené par le groupe Trafalgar à la fin du mois de février, 57,2% des personnes interrogées ont répondu oui à la question de savoir si la position de Biden à l'égard de la Chine montrait un conflit d'intérêts. Quant à savoir qui dans la famille Biden a bénéficié de ces accords, un nouveau mémo publié par le député Comer donne plus de détails. Selon les relevés bancaires publiés par les républicains, au moins 3 membres de la famille ont reçu des paiements, Hallie Biden, James Biden et Hunter Biden. À cela s'ajoute un 4e compte bancaire intitulé Biden. Un associé de Hunter Biden, John Robinson Walker, a aidé à transférer $3 millions de la société d'État chinoise Energy
HK Limited, qui est affilié à CEFC China Energy. Le mémo relève que de 2015 à 2017, les membres de la famille Biden et leurs entreprises ont reçu plus de 1,3 million de dollars en paiement provenant de comptes liés à Rob Walker. Dans le mémo, Comer se demande pourquoi Hallie Biden, qui a publiquement déclaré travailler comme conseillère scolaire, a reçu de l'argent de Robinson Walker. La Maison-Blanche a affirmé à plusieurs reprises que le président Biden n'avait pas eu connaissance de ces transactions familiales. La Maison-Blanche n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Voyons maintenant ce qui est reproché à Hunter Biden. Avant l'élection présidentielle de 2020, les affaires de Hunter Biden ont attiré l'attention du public. Le New York Post a été le premier à faire état des activités de Hunter Biden en Chine et en Ukraine. L'un de ses anciens associés, Tony Bobulinski, s'est manifesté au sujet d'une prétendue entreprise commerciale entre lui, Hunter Biden, le frère du président Jim Biden et CEFC China Energy. Ce conglomérat chinois entretient des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Bobulinski a fortement suggéré que la société avait engagé Hunter pour avoir accès à son père Joe Biden, alors vice-président. Un rapport du Sénat datant de 2020 montre que Hunter Biden est copropriétaire d'une société nommée Hudson West 3. Selon le rapport, CEFC China Energy a transféré 5 millions de dollars à Hudson West en 2017. Peu de temps après, Hudson West a envoyé plusieurs paiements au cabinet d'avocats OASCO de Hunter Biden. Qualifiés d'honoraires de conseil, ces paiements s'élevaient à environ 4,8 millions de dollars. À peu près au même moment, Hudson West a transféré plus d'1 million de dollars à la société de conseil de l'oncle de Hunter Biden, James Biden. Le rapport du Sénat identifie cette transaction comme une activité financière criminelle potentielle. En septembre 2017, l'homme d'affaires chinois Dong Gongwen a ouvert un compte bancaire avec Hunter Biden. Hunter, James et Sarah Biden étaient tous des utilisateurs autorisés des cartes de crédit associées à ce compte. Ils ont ensuite utilisé ces cartes pour acheter des articles de luxe d'une valeur de plus de 100 000 dollars. L'homme d'affaires chinois est également copropriétaire de Hudson West et en même temps un associé du président de CEFC China Energy. Un article de presse antérieur montre qu'en 2017, Hunter Biden a aidé à négocier un accord pour que CEFC investisse 40 millions de dollars dans un projet de gaz naturel en Louisiane. Le projet a été abandonné l'année suivante. Selon le rapport du Sénat, Hunter Biden avait également accepté de défendre un autre associé du président de CEFC, Patrick Ho, dans son procès pour corruption. Ho a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal fédéral de New York pour avoir corrompu de hauts fonctionnaires africains afin d'aider CEFC à obtenir des marchés pétroliers locaux. Les procureurs américains l'ont également accusé d'avoir tenté de vendre des armes à des pays du Moyen-Orient et d'avoir aidé l'Iran à obtenir des fonds auprès de banques chinoises. Selon un rapport du New York Times, lorsque les autorités américaines ont arrêté Patrick Ho, le premier appel téléphonique qu'il a passé a été pour James Biden. Voyons maintenant les détails sur les antécédents de CEFC China Energy. Il a été l'un des plus grands conglomérats de Chine avant de faire faillite en 2020 dans le cadre d'une politique de répression de Pékin à l'égard des entreprises nationales. Le géant s'est lancé dans le commerce mondial du pétrole et a offert des services financiers. Il figurait à l'époque sur la liste Fortune Global 500. Son président Ye Jianmin a été présenté comme le Rockefeller chinois. CEFC China Energy était privée, mais elle a embauché de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'armée chinoise et de Hong Kong en tant que cadre. Son PDG a perdu les faveurs du PCC en 2018. Il a été accusé de détournement de fonds. L'entreprise a fermé ses portes 2 ans plus tard. Depuis, il a disparu de la scène publique. Et une vie extraterrestre pourrait explorer notre système solaire. C'est du moins ce que rapporte le Pentagone, indiquant qu'il est possible qu'un vaisseau spatial extraterrestre envoie des mini-sondes pour étudier la Terre, à l'instar de ce que font les agences spatiales humaines. Le Pentagone a publié un rapport suggérant la présence de mini-sondes extraterrestres dans notre système solaire. Le rapport du Bureau de résolution des anomalies tous domaines confondus du ministère américain de la Défense indique que les équipements extraterrestres pourraient arriver sur Terre sous 2 formes, comme des déchets ou comme des équipements fonctionnels. Un objet interstellaire artificiel pourrait être un vaisseau par an qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage proche de la Terre, une construction opérationnelle qui
qui n'est pas très différente des missions de la NASA. Le rapport indique également que les astronomes ne pourraient pas remarquer la pulvérisation des mini-sondes. En effet, elles ne reflètent pas suffisamment la lumière du Soleil pour que les télescopes d'observation existants les remarquent. Il précise que les sondes utiliseraient la force gravitationnelle de marée du Soleil ou une autre force de manœuvre. L'article fait référence à un objet appelé Oumuamua qui est passé près de la Terre en 2017. Oumuamua venait de l'extérieur du système solaire et ne se comportait pas comme une comète normale. La principale hypothèse concernant Oumuamua est qu'il s'agit d'un morceau d'azote gelé qui s'est détaché d'une planète lointaine et a été propulsé en dehors de son propre système solaire. L'annonce intervient après la destruction le mois dernier de 3 objets non identifiés. Il n'y a aucune indication d'extraterrestres ou d'activité extraterrestre dans ces récentes opérations. Encore une fois, il n'y a pas d'activité extraterrestre avec ces récentes destructions. Selon le rapport du Pentagone, les chercheurs ne savent pas s'il existe actuellement des sondes extraterrestres en fonction près de la Terre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.